Nous allons accueillir maintenant notre deuxième intervenant, Madame Aude Ledars. Madame Ledars est agrégée d'économie-gestion et docteur en sciences économiques. Depuis un an, elle est responsable de la communication pour les activités nucléaires chez Areva. Elle a publié cet ouvrage, dont le titre est « Pour une gestion durable des déchets nucléaires ». Elle a participé à une interview télévisée dont les coordonnées du site internet figurent dans la pochette que nous vous avons distribuée. Madame Ledars, quel est le titre de votre intervention de ce soir? Donc, je vais vous parler de l'énergie nucléaire comme étant une énergie d'avenir. Et je pose la question, une énergie d'avenir certes, mais y aura-t-il assez d'uranium pour satisfaire la relance de l'énergie nucléaire dans le monde? Merci. C'est à vous. Donc, bonsoir à tous. Je garde le micro parce que j'ai une petite voix, donc j'en profiterai comme ça pour me faire mieux comprendre. Donc, je vais donc vous exposer le sujet sur les ressources en uranium. Mais je vais d'abord présenter quelques slides pour présenter le groupe Areva, qui n'est peut-être pas forcément connu de vous tous. Donc, brièvement, en 3 slides, donc le groupe Areva, en fait, c'est un groupe industriel qui est né en 2001 et qui, en fait, rassemble les deux sociétés, la Compagnie Générale des Matières, la COGEMA, et puis Framatome, constructeur de réacteurs nucléaires. Donc, depuis 2001, Areva a fait son chemin. Et aujourd'hui, donc, on peut dire que c'est le leader mondial dans les métiers de l'énergie. Numéro 1 sur l'ensemble du cycle de l'énergie nucléaire et numéro 3 dans les activités de transmission et de distribution d'électricité. Et notre mission, c'est de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à une énergie toujours plus propre, plus sûre et plus économique. Et notre stratégie, c'est d'être l'acteur de référence dans les solutions de production d'énergie sans CO2 et dans les solutions également d'acheminement de l'électricité. Alors, pour vous décrire l'ensemble des activités au sein du groupe Areva, un schéma qui présente notre groupe. On dit qu'en fait, nous avons une offre intégrée au service des professionnels de l'énergie. Donc vous pouvez, alors je ne sais pas si on voit bien les couleurs, en mauve, donc le cycle de l'énergie nucléaire, qui propose donc des solutions sans CO2 depuis la mine d'uranium, en passant par les transformations du minerai au cours des processus de transformation chimique et d'enrichissement. Ensuite, on a la fabrication du combustible nucléaire et la phase d'irradiation des combustibles en réacteur, donc la génération d'électricité, et le recyclage du combustible usé. Et puis nous avons aussi tout un ensemble d'activités liées à la transmission et à la distribution d'électricité dans les réseaux électriques. Donc ça, c'est une activité récente au sein du groupe, puisqu'en fait on a racheté la partie d'Alstom, qui était autrefois donc Alstom transmission distribution d'électricité, qui maintenant fait partie de notre groupe. Et nous avons aussi créé récemment ce qu'on appelle une business unit, qui rassemble un pôle d'activité relatif aux énergies renouvelables, car en fait chez Areva on croit beaucoup à la complémentarité entre énergie nucléaire et énergie renouvelable. Et donc, nous développons en particulier l'énergie éolienne, la biomasse et les piles à combustible. Et puis, un 3e slide pour vous présenter Areva. En fait, Areva est présent sur l'ensemble des continents. Nous avons une présence industrielle dans 43 pays et une présence commerciale dans plus de 100 pays. Et nous réalisons 2/3 du chiffre d'affaires du groupe en dehors de la France. Donc maintenant, j'en viens au contenu donc, de mon intervention. Donc tout d'abord, je vais rappeler brièvement, puisque ça a été fait par mon prédécesseur, le contexte énergétique mondial. Donc on a dit une croissance forte des besoins en énergie et en électricité, qui est bien sûr liée à la croissance démographique. Je mets le pointeur. Voilà. Donc aujourd'hui, en 2004,
on consomme donc 11 milliards de tonnes équivalent pétrole, on est 6 milliards d'individus et on consomme l'équivalent de 17 000 TWh d'électricité. La majeure partie de la consommation d'énergie primaire provient donc des pays de l'OCDE. Et ce qu'on constate dans les projections faites par l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'en fait, à l'horizon 2030, on va avoir une croissance de la consommation d'énergie de plus de 54%. Une population, elle, qui va s'accroître de 28%, donc on va passer de 6 milliards d'individus à 8 milliards d'individus. Et pendant ce temps-là, les besoins, enfin la consommation d'électricité, elle, va plus que doubler. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 80% de la consommation d'énergie primaire qui est basée sur des énergies d'origine fossile, épuisables, donc le pétrole, le charbon et le gaz. Et ces énergies, lorsqu'elles sont utilisées, brûlées dans les centrales, elles émettent des gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Donc aujourd'hui, les grands enjeux, c'est d'arriver à produire de l'énergie sans CO2 pour lutter contre l'effet de serre. Et ce qu'on constate, c'est que, donc ce qui a été présenté aussi par Christian Raven avant moi, c'est que 40% des émissions de CO2 viennent aujourd'hui du secteur de production d'électricité. Donc c'est vraiment sur ce secteur-là que les efforts sont à faire porter, même devant le secteur du transport. Alors maintenant, les atouts de l'énergie nucléaire. Donc bien sûr, une énergie qui est très faiblement émettrice de CO2. Vous avez ici un graphique qui vous présente une comparaison des émissions de CO2 selon différentes filières de production d'électricité. Donc c'est une étude qui ressort de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et vous voyez que le nucléaire est aux côtés des énergies renouvelables que sont l'éolien, le solaire, le bois, une des sources d'énergie les plus faiblement émettrices de CO2, comparée bien sûr à la filière gaz et à la filière charbon. D'autres atouts de l'énergie nucléaire, tout d'abord, c'est contribuer à la diversification du mix énergétique. Hein, comme on dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc le nucléaire participe au mix énergétique et il a toute sa place aux côtés de toutes les autres énergies. Et il permet aussi donc, de ralentir l'épuisement progressif des énergies fossiles en utilisant le combustible uranium. Il permet aussi de sécuriser la fourniture d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, l'uranium, comme on le verra plus tard, est issu de régions stables politiquement, enfin géopolitiquement, et bien réparties sur toute la surface du globe. L'énergie nucléaire permet aussi de produire de l'électricité en très grande quantité, à un coût compétitif, stable et surtout prédictible à long terme. Donc ça, c'est ce qui est très important pour les électriciens. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que le coût d'approvisionnement en uranium occupe seulement 10% du coût de production du mégawattheure nucléaire. En comparaison, si on prend en comparaison que la filière gaz, le coût du combustible, de l'approvisionnement en gaz, c'est quasiment 60 à 70% du coût de production du kilowattheure. Donc la dépendance en matière première de la filière nucléaire, donc la dépendance en uranium est vraiment très faible, rapportée au coût de production du kilowattheure. Et puis enfin, le nucléaire, c'est une énergie qui permet de localiser les emplois et les investissements sur plusieurs décennies, puisqu'en fait, c'est des investissements qui se déploient sur le long terme et qui, les réacteurs, par exemple, sont des moyens de production qui permettent de fournir de l'électricité pendant au moins 40 ans. Alors ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une relance de l'énergie nucléaire dans le monde entier. Pour le bilan actuel, c'est qu'aujourd'hui on a 400, enfin en 2005, pour les données les plus récentes, on avait 441 réacteurs en exploitation dans le monde, répartis sur 31 pays. Ces réacteurs fournissent 15% de la production mondiale d'électricité. Mais donc c'est un chiffre à nuancer puisqu'en fait c'est 30% de l'électricité en Europe et 78% de l'électricité en France.
Grosso modo, au niveau mondial, la production d'électricité à partir de nucléaire, c'est l'équivalent de la production hydraulique. C'est à peu près le même ordre de grandeur. Et pour faire fonctionner ces 441 réacteurs dans le monde, on a besoin annuellement de 60 000 tonnes d'uranium. Et aujourd'hui, ce que disent tous les scénarios établis par les grandes agences internationales en charge de l'énergie, que ce soit l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Association mondiale du nucléaire ou le ministère de l'énergie américain, tous ces scénarios envisagent une croissance de la production d'électricité d'origine nucléaire au cours de ce siècle. Aujourd'hui, donc, on a une trentaine de réacteurs en construction dans le monde, et principalement dans la zone asiatique. Et plus de 20 pays nouveaux ont exprimé leur intérêt pour cette forme d'énergie. Alors maintenant, face à cette relance mondiale de l'énergie nucléaire, les réserves en uranium suffiront-elles? Alors là, vous avez une photo ce qu'on appelle le concentré d'uranium, le fameux gâteau jaune ou le yellow cake dans notre jargon. C'est ce qui va rentrer dans la fabrication des combustibles. Donc l'énergie nucléaire, aujourd'hui on dit que c'est une énergie durable et une énergie recyclable. Donc le schéma que je vous présente ici, ça préfigure le cycle de l'énergie nucléaire depuis la mine jusqu'aux opérations donc de traitement du combustible usé et de recyclage des matières récupérables, uranium et plutonium. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les ressources en uranium naturel sont abondantes. L'uranium, en fait, c'est la matière première fissile qui est privilégiée pour le fonctionnement des réacteurs actuels. Et en fait, dans la nature, c'est dans l'uranium qu'on trouve le seul élément fissile à l'état naturel, qui est en fait l'isotope, ce qu'on appelle un élément de la famille de l'uranium, qui est fissile, c'est l'isotope 235. Et il n'est présent qu'en très très faible quantité dans le minerai d'uranium, 0,7% de la masse d'un échantillon. Donc c'est vraiment une toute petite quantité. Et c'est seulement cet isotope 235 de l'uranium qui va permettre d'alimenter les réacteurs. Donc c'est grâce à la découverte de cette propriété, donc de la fission de l'uranium, donc on a permis de développer toute la filière et de faire démarrer les premiers réacteurs dans les années 50. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'uranium, c'est un minerai qui est abondant dans presque tous les milieux naturels, que ce soit dans les roches de la croûte terrestre, en moyenne il y en a 4 grammes par tonne, ou bien dans l'eau de mer également, 3 microgrammes par litre. Donc je vous ai mis quelques belles photos de minerais d'uranium. Au-delà donc de l'abondance de l'uranium, il faut insister aussi sur sa répartition géographique. Donc pour ce qui concerne l'uranium présent dans la croûte terrestre, en fait il est bien réparti sur l'ensemble de la planète et 46% des ressources identifiées, sur un total de 4,7 millions de tonnes, se situent dans les pays producteurs de l'OCDE. Donc je vous ai mis une carte avec la production 2006, donc qui était de 41 000 tonnes. Les deux principaux pays producteurs d'uranium aujourd'hui sont le Canada et l'Australie. Et dans une moindre mesure, donc le Kazakhstan, et puis le Niger et la Namibie. Donc vous voyez qu'en fait, il y a de l'uranium sur à peu près tous les continents. Alors, les réserves d'uranium aujourd'hui, elles dépassent les réserves estimées de pétrole et de gaz. À fin 2005, on estime que les réserves en uranium, les réserves qui sont prouvées, qui sont identifiées et prouvées, nous assurent aujourd'hui 70 ans de consommation au rythme actuel. Donc à comparer aux 45 ans de réserve pour le pétrole et à peu près 60-65 ans pour les réserves en gaz. Je vous ai mis aussi un graphique pour illustrer en fait la part des différents industriels producteurs d'uranium naturel dans le monde. Donc vous voyez qu'en fait il y a 4 grands groupes industriels qui fournissent plus de 50% de la production. Donc Areva fournit 13% de la production mondiale. Vous avez Rio Tinto, le groupe industriel australien, anglo-australien. Cameco pour 20%, c'est le groupe canadien. Et puis 11%
donc Kazatomprom, qui est le groupe présent au Kazakhstan. Et puis le reste de la production mondiale est assuré par une diversité d'autres groupes présents dans différents pays. Alors, les réserves d'uranium naturel, donc les 70 ans de réserves qui sont déjà assurées aujourd'hui, peuvent être évidemment étendues grâce aux efforts de prospection géologique et grâce aussi à la technologie des réacteurs. En fait, on a aujourd'hui une relance des programmes de prospection et d'exploration de l'uranium. On compte sur la découverte très probable de nouveaux gisements. Et grâce à ces nouvelles découvertes, les réserves d'uranium pourraient atteindre de l'ordre de 15 millions de tonnes, soit environ 200 ans de consommation au rythme actuel. Donc, ce qui reviendrait en fait à un ordre de grandeur comparable aux années de réserve en charbon. Maintenant, c'est toujours avec la technologie des réacteurs actuels, qui sont les réacteurs à eau, ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons, les réacteurs à neutrons thermiques. Maintenant, si on change de technologie, si on passe à la technologie des réacteurs dits surgénérateurs, qui ont la propriété de régénérer la matière combustible, en fait, avec ce type de technologie, on pourrait fournir 80 fois plus d'énergie avec la même quantité d'uranium. Et dans ce cas-là, en développant ce type de technologie de réacteur, on pourrait voir les réserves d'uranium vraiment décuplées et atteindre plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc il y a beaucoup de travaux de R&D sur les réacteurs surgénérateurs, notamment dans le cadre d'un forum international qu'on appelle le Forum international Génération 4, qui regroupe différents pays dans le monde pour étudier cette technologie de réacteur. Alors il faut savoir qu'en France, le réacteur Superphénix, qui était en exploitation dans les années 80, était un premier prototype de réacteur surgénérateur. Alors maintenant, au-delà des réserves d'uranium naturel, les réserves en terre, on a tout un tas d'autres ressources de matières fissiles que l'on peut utiliser aussi dans les réacteurs et qui dépendent en fait des choix de recyclage. Alors je vous ai mis un petit diagramme pour expliquer ce qu'il y a dans un combustible nucléaire usé. En fait, dans un combustible neuf, je me trompe pas, on a entre 95 et 97% d'uranium-238, qui est de l'uranium fertile, c'est-à-dire qu'il est capable d'engendrer des fissions et de produire de l'énergie si il est amorcé par une source fissile. Et la source fissile, donc c'est les 3 à 5% d'uranium-235. Et une fois que la réaction en chaîne a lieu dans le réacteur et que le réacteur produit donc de l'énergie et de l'électricité, donc le combustible reste en moyenne 3 à 4 ans dans le cœur du réacteur. Et au bout de 3 à 4 ans, on dit que le combustible s'use, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de noyaux fissiles contenus dans le combustible. On dit que le combustible s'épuise et donc il faut le remplacer. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le combustible usé? En fait, on retrouve 94 à 96% d'uranium qui, après un traitement préalable, peut être recyclé, c'est-à-dire participer à la fabrication de nouveaux combustibles. On trouve 1% de plutonium qui peut aussi être recyclé. Et puis on a grosso modo 4% de produits, ce qu'on appelle des actinides mineurs ou des produits de fission, qui sont vraiment aujourd'hui les déchets ultimes et qui ne sont donc pas recyclés. Même s'il y a des travaux de R&D pour chercher encore à recycler davantage ces produits, aujourd'hui ce sont vraiment ce qu'on considère comme les déchets nucléaires ultimes. Donc quelques atouts du recyclage des combustibles usés, c'est que donc après un traitement préalable, on peut récupérer l'uranium et le plutonium. Et donc ce sont des matières avec un fort contenu énergétique. Par exemple, seulement 1 gramme d'uranium ou de plutonium permet de fournir en énergie, la même quantité d'énergie que 1 à 2 tonnes de pétrole. Donc vous voyez que c'est une énergie qui est très concentrée et qui a un fort contenu énergétique. Ensuite, avec le plutonium, donc ça permet de fabriquer de nouveaux combustibles qu'on appelle les combustibles MOX. Et aujourd'hui, le stock mondial de MOX nous garantit à peu près 1 an de consommation actuelle.
Ensuite, l'avantage de recycler les combustibles usés, c'est de réaliser des économies sur l'amont du cycle, c'est-à-dire sur les achats d'uranium naturel et sur les services d'enrichissement. Puisque ce qu'on recycle, ce qu'on récupère, c'est autant d'économiser sur les achats de matières premières. Le recyclage permet aussi d'optimiser le volume des déchets ultimes, notamment de diviser les volumes par 5. Et ce n'est pas une opération qui pèse vraiment sur la facture nucléaire, puisque le coût du recyclage est environ de l'ordre de 6% du coût du kilowattheure. Maintenant, il y a également d'autres ressources recyclables. Il y a l'uranium appauvri, qui est en fait de l'uranium qui est issu des opérations d'enrichissement de l'uranium naturel. Quand on enrichit l'uranium naturel, on obtient de l'uranium 235 d'un côté, de l'uranium enrichi et de l'uranium appauvri, qui est aujourd'hui maintenu en entreposage. Et il faut savoir que cet uranium appauvri, aujourd'hui, il participe déjà à la fabrication des combustibles MOX en association avec le plutonium. Mais cet uranium appauvri peut être à son tour réenrichi et de nouveau entrer dans la fabrication de combustibles standards à l'oxyde d'uranium. Et puis il y a aussi donc les possibilités de recycler l'uranium issu du traitement des combustibles usés. Et donc en fait ces choix de recyclage vont dépendre des conditions économiques sur l'uranium naturel. Donc si le coût de l'uranium devient de plus en plus élevé, il sera intéressant pour un électricien de s'approvisionner en uranium appauvri et en uranium de retraitement pour fabriquer de nouveaux combustibles. Maintenant, il y a eu aussi d'autres matières recyclables qui sont en fait l'uranium et le plutonium hautement enrichis issus des armes nucléaires. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une opération qui est tout à fait réalisable. Et il y a eu une expérience de recyclage du plutonium d'origine militaire effectuée entre Areva et les États-Unis. Donc c'est ce qu'on appelle l'expérience Eurofab, qui participe justement à la politique de non-prolifération des matières nucléaires et au recyclage des armements nucléaires. Donc pour vous expliquer un petit peu l'opération qui a été effectuée, c'est qu'en octobre 2004, 140 kg de plutonium d'origine militaire, d'origine américaine, a été donc envoyé vers le site de production d'Areva, donc à Cadarache. On a traité cette matière, on a fabriqué des pastilles de combustible. Et l'usine Areva à Melox a fabriqué 4 assemblages de combustible. Et ces assemblages de combustible MOX ont été renvoyés aux États-Unis, donc en mars 2005. Et aujourd'hui, et en juin 2005, ces assemblages de combustible MOX à base de plutonium militaire sont insérés dans un réacteur nucléaire. Et donc, ils participent à la production d'électricité aux États-Unis. Maintenant, il y a d'autres ressources potentielles de matières fissiles, notamment donc l'uranium est également présent dans les phosphates. On estime les ressources à environ 22 millions de tonnes, soit plus de 4 fois les réserves prouvées d'uranium issues des gisements terrestres, et dont une bonne partie se situe au large du littoral marocain. Alors pour votre information, en octobre de l'année dernière, Areva a conclu un partenariat de coopération avec l'Office chérifien des phosphates au Maroc pour développer une étude de faisabilité sur la récupération de l'uranium contenu dans les phosphates pour produire donc du combustible pour les réacteurs. Et ensuite, donc, il y a aussi de l'uranium contenu dans l'eau de mer, mais là c'est vraiment des possibilités à plus long terme et il y a encore besoin de beaucoup de R&D. Mais aujourd'hui, donc l'uranium des phosphates et l'uranium de l'eau de mer ne sont pas aujourd'hui encore compétitifs, puisque le coût d'extraction est très onéreux. Et donc il y a encore besoin de faire des travaux de R&D pour prouver la faisabilité de leur recyclage. Et enfin, donc, pour terminer,
Une autre source de matière qui pourrait être utilisée dans les réacteurs nucléaires, c'est le thorium. C'est un métal qui est 3 fois plus abondant que l'uranium. Aujourd'hui, seule l'Inde s'intéresse de près à cette filière, uranium-thorium, avec un programme de R&D donc de grande envergure. Donc, bon, pourquoi l'Inde? Parce qu'en fait, l'Inde ne possède pas d'uranium sur son territoire, mais par contre, il possède un quart des ressources mondiales de thorium. Donc ils sont très intéressés à développer cette filière. Alors maintenant, le thorium, ce n'est pas un concurrent direct de l'uranium, puisqu'en fait, ce n'est pas un minerai directement fissile, mais il peut engendrer des fissions et donc une réaction en chaîne dans les réacteurs s'il est amorcé par une source fissile. L'expérience sur le cycle au thorium, en fait, est assez sommaire. Il y a quelques réacteurs qui ont tourné donc, dans le passé, dans les années 60, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et par contre, toute la manipulation liée au cycle du thorium soulève des difficultés techniques et notamment des difficultés pour la radioprotection, puisqu'en fait, un des descendants du thorium, qui est l'uranium-232, donc qui est très émetteur de rayonnement ionisant, et donc ça nécessite de prévoir des protections et des protections renforcées par rapport au cycle uranium que l'on connaît aujourd'hui. Donc en conclusion, je dirais que du point de vue des ressources en uranium et en matière fissile, l'avenir de l'énergie nucléaire est assuré. Je pourrais prolonger mon propos par l'énergie nucléaire de fusion, dont je n'ai pas parlé, avec le programme ITER, mais ça, je réserverai ça pour peut-être les questions tout à l'heure. Je vous remercie.